1999, le monde se préparait au boom de l'an 2000, l'euro était introduit en France et Hiraku no Go sortait au Japon. Alors déjà ça se prononce Hikaru. Garçon égoïste, accro aux jeux vidéo et voleur sur les bords, Hiraku découvre dans le grenier de son grand-père un Goban. Goban ou plateau de jeu de Go. Mais on va quand même dire Koban parce qu'on aime être précis. Un Goban hanté par l'esprit de Sai Fujiwara. Et là on va seulement dire Sai parce qu'on aime aussi rester simple. Sai est un fantôme oublié depuis le XIIe siècle. Il hante ce Goban pour pouvoir jouer à travers les malheureux que le libèrent. Mais c'était sans compter sur la passion grandissante de Hiraku pour ce jeu ancestral. En seulement 23 volumes et 75 épisodes, le manga a réussi la prouesse de repopulariser le jeu de Go au Japon et ce parmi toutes les plus jeunes générations. Le jeu de Go est un jeu intellectuel au même titre que les dames ou les échecs. Le manga réussit le pari fou de transformer des parties interminables et silencieuses en duels fascinants à regarder. Et on retrouve le même parti pris risqué dans la nouvelle série en vogue chez Netflix, Le Jeu de la Dame. Bess Harmon, prodige du jeu d'échecs joué par Anya Taylor-Joy, va gravir les échelons du succès tout en essayant de lutter contre ses addictions, la drogue et l'alcool. Deux histoires aux ressemblances pourtant nombreuses et incroyables. Iruko me sert ici d'élément de comparaison pour vous parler de cette série coup de cœur. Car une question me taraudait tout au long du visionnage de la série. Et si Le Jeu de la Dame était construit comme un shonen ? Compagnons conteleurs, laissez-moi vous accompagner dans la découverte de l'analyse et de la compréhension de cette histoire. Découvrons ensemble comment cette histoire s'y prend pour nous donner envie de nous intéresser à un jeu a priori inintéressant. C'est parti pour une tour. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Narralyses. Petite fille, Bess Harmon a appris les échecs à l'orphelinat. Prodigieusement douée, elle devient rapidement une joueuse exceptionnelle. Mais le milieu des échecs est féroce, les intrigues les plus sournoises sont permises, et les états vont jusqu'à s'affronter à travers leurs champions respectifs. Sa rencontre avec le champion soviétique sera l'occasion d'une confrontation impitoyable. Ça, c'était le résumé du livre de Walter Tevis publié dans les années 80, The Queen's Gambit, dont la série est tirée. Mais du coup, c'est quoi le rapport entre Hikaru no Go et le jeu de la dame ? Absolument aucun. Quoique, ma tour fait Atari à ton cavalier en E5 et Uno. Le jeu de la dame possède en réalité bien plus de points en commun avec le genre du shonen qu'avec tous les autres genres. Notez tout d'abord ces mots-clés si puissants. Rivalité, amour, trahison, personnage incroyable. Non, ce n'est pas le résumé du prochain Marvel, mais bel et bien la description du jeu de la dame. Si on ne parlait pas d'échecs, on pourrait croire que le livre va nous parler d'une guerre épique qui révélera le destin incroyable d'un champion au pouvoir exceptionnel. Niveau exagération, ça se pose là. Et ce n'est absolument pas un mal, je dirais même plus que c'est un impératif si l'on veut tenter de rendre un jeu aussi intellectuel plus accessible pour le grand public. C'est-à-dire nous. Les acteurs sont tous très bons, bonjour Dudley, en particulier Anya Taylor-Joy. Et je vais m'arrêter là pour vous laisser une chance de regarder la série avant d'être spoilé par cette analyse. Vraiment faites-le. Ou sinon je vous afflige 6 heures de ça à la place. Du coup, comment est-ce que tout ça fonctionne ? Comment une série US et un animé japonais peuvent être à la fois autant semblables et disparates ? En bon shonen qui se respecte, Hiraku no Go exagère tout, absolument tout. Le plateau s'illumine comme un millier d'étoiles, chaque coup est posé comme s'il s'agissait d'une technique de ninjutsu. C'est une manière de nous tenir en haleine, de nous intéresser à la partie, à ce que vivent et ressentent les personnages. Le jeu de la dame ne fait pas exception à la règle des codes du shonen. Une dimension surréaliste, avec le plateau qui bouge au plafond, la rivalité qui oppose Anya et ses adversaires pour le titre de meilleur joueur, les leçons de vie apprises après chaque victoire et défaite, et surtout, ce fameux pouvoir de l'amitié qui vient tout sauver au moment le plus critique. L'exagération et les incohérences vont même beaucoup plus loin. Certaines parties sont rapides, extrêmement rapides, trop rapides. Les deux séries ont beau avoir été supervisées par des professionnels pour rendre le jeu plus réaliste possible, il a fallu faire des concessions pour rendre le tout plus dynamique, plus visuel. Quand les joueurs se mettent à parler en plein tournoi, c'est pour nous faire plaisir, car normalement, c'est interdit par le règlement. Mademoiselle Harmon met son cou sous enflamme. Justement pour éviter toute tentative de déstabilisation. Mais ces interruptions sont indispensables pour nous, car cela nous permet de mieux comprendre les enjeux de la partie ou l'intensité de la rivalité qui oppose les deux participants. Cette rivalité justement, où chacun des joueurs donne l'impression de jouer sa propre vie, est un code récurrent dans les shonen.
Les joueurs sont horribles entre eux et vont jusqu'à créer des stratégies fourbes pour espérer remporter la partie, comme interrompre la partie et laisser l'autre réfléchir et paniquer toute la nuit pendant que lui profite d'une bonne nuit de sommeil. Et vous savez quoi? On s'en fout complètement que ce soit exagéré. Sérieusement, vous auriez préféré vous taper 5 heures d'un véritable match où absolument aucun bruit ne doit se faire entendre, où même le son d'une mouche qui vole est sanctionné? On est d'accord, cela n'aurait eu aucun intérêt pour la série. L'exagération passe comme une lettre à la poste. On y croit aveuglément. On écoute, même si on n'y comprend strictement rien, mais c'est pas grave. On est captivé, nom d'un cavalier. J'ai compris, cavalier, jeu d'échecs. C'était nul. Dans les shonen, la frontière entre réalité et fiction est volontairement floue. Les créateurs d'Hiruko no Go sont allés chercher des véritables maîtres du jeu de Go pour s'assurer que les parties, à la fois dans le manga mais aussi dans l'anime, paraissent crédibles. Pourtant, il y a un fantôme dans le corps d'un gosse. Même chose pour le jeu de la dame. Walter Tevis, qui est également un joueur d'échecs, a veillé à ce que ces parties, dans le livre, soient parfaitement crédibles, jusqu'à même reprendre des parties qui ont été réellement jouées par de précédents maîtres. Les créateurs de la série, quant à eux, ont préféré faire appel à l'ancien champion du monde, Garry Kasparov. Avec l'aide de Bruce Pasolini, ils ont tous les deux veillé à ce que les acteurs apprennent le jeu d'échecs, mais surtout à déplacer correctement les pions sur l'échiquier. Le respect de la réalité participe à notre immersion dans le récit et à notre intérêt pour cet univers. Pourtant, nous avons Harmon qui dispute tranquillement sa partie contre un maître alors qu'elle s'est envoyé l'équivalent d'une dose de tranquillisant pour chevaux juste avant. La réalité s'exprime également au travers des commentateurs. Ils ont su retranscrire pour le public le déroulement d'un jeu dont on ne comprend absolument rien. Ils servent à nous indiquer à quel moment il faut se réjouir pour notre héroïne ou à quel moment il faut avoir peur pour elle. Même si nous ne savons pas exactement pourquoi. Et là non plus ce n'est pas grave, car le jeu en lui-même n'est qu'un élément secondaire de l'histoire, un pion sur le grand échiquier de la narration. Le véritable thème, c'est l'actrice qui le dévoile lors de cette interview. How would you describe the Queen's Gambit in one sentence? That's so not fair. It's not really about chess, it's about the price of genius. Le prix de la célébrité, soit tout ce que le personnage doit sacrifier pour arriver au bout de son objectif. Le désir d'Harmon est guidé, ou plutôt muselé par sa dépendance. Quelque part, elle se retrouve forcée de jouer pour pouvoir exister. Когда она ошибается, она злится. Может быть опасно. Как все женщины. Она сирота, выжившая. Она такая же, как и мы. Проигрывать — это не вариант для нее. Иначе какой была бы ее жизнь? Sans les échecs, elle n'aurait plus rien pour elle. Elle se retrouverait seule, incapable de s'intégrer à la société qu'elle a elle-même rejetée. Car l'échiquier lui permet de combler un manque en elle, son besoin de reconnaissance. Besoin qu'elle partage avec le personnage Hiruko. Ils sont tous les deux unis dans leur faiblesse intérieure. Même si Hiruko ne s'intéressait pas au jeu de Go, il s'y est pris de passion. Mais le fantôme en lui n'est pas prêt à le laisser jouer. À chaque partie, l'on se demande alors qui joue réellement, le fantôme de Sai ou Hiruko lui-même. Dans le jeu de la dame, Harmon souffre du même dilemme. Est-ce son talent naturel qui fait qu'elle joue comme une reine aux échecs, ou bien cette drogue qui augmenterait ses capacités? Qui gagne réellement, la reine ou le fou? Toute la série tourne autour des dépendances de Bess Harmon. Une dépendance au tranquillisant probablement héritée de sa véritable mère, de manière inconsciente. Quant à son alcoolisme, faut pas aller chercher bien loin pour aller trouver la cause. Sa mère adoptive. Que son mode de vie face aux starlets a d'ailleurs quelque peu précipité dans la tombe. Cette dépendance à double face est un ennemi puissant que Bess Harmon doit apprendre à vaincre. Et bien comment? Dans l'avant-dernier épisode, nommé judicieusement l'ajournement, Harmon tente de se sevrer seul. Un seul verre, d'accord? Je vais aller me coucher tôt. Un recul pour mieux sauter, puisqu'elle sombre encore plus profondément dans ses problèmes. On ne peut pas sortir seul d'une telle situation, d'une telle addiction. Tous les films traitant un peu de ce sujet de la dépendance passent par cette étape un petit peu obligatoire. Il faut accepter d'être aidé. Et cette aide est apportée par un archétype que vous connaissez bien, plutôt bien même, petit filou. Pour commencer, tous les adversaires d'Harmon, ou presque, après avoir été vaincus par elle, se transforment en mentors. Ils la conseillent, lui apprennent de nouvelles techniques, de nouvelles approches. Ils la mettent également en garde contre le grand ennemi, le russe Vassili Borgov. Que veulent-ils réellement? Se lier d'amitié? Profiter de la notoriété de Harmon? Tomber amoureux? Tous les mentors présentés agissent d'abord pour eux-mêmes, du moins au début. La mère profite largement du nouveau train de vie de sa fille adoptive. Dudley cherche à se rapprocher d'Harmon parce qu'il se croit amoureux.
alors qu'il confond simplement admiration et amour. C'est très courant. Mais on le voit surtout avec le personnage de Benny. D'abord adversaire, grand rival, puisqu'il a lui aussi débuté en étant gamin, elle finit par lui prouver qu'elle est meilleure que lui. Pour ne pas blesser sa fierté, Benny change de fusil d'épaule et décide d'entraîner Harmon, pour s'approprier indirectement les futures victoires de la championne. Tout cela se fait de manière inconsciente et surtout subtile. Bien sûr, Benny ne l'a pas prémédité de manière consciente. Il poursuivait son propre objectif, voilà tout. Il pensait surtout d'abord à lui. Non, bien sûr. Aucune femme ne peut rivaliser avec l'amour que Benny porte à lui-même. C'est là la force des personnages secondaires de cette histoire. Ils visent tous un but, ont tous un rêve ou un objectif à atteindre. Mais la plus touchante des mentors, c'est son amie Juline, qui choisit le moment le plus décisif pour revenir dans la vie de son ami, lorsque tout va mal. Juline est là pour aider, vraiment aider, par amitié pure. Et peut-être aussi un petit peu par culpabilité. Après tout, c'était elle la première à avoir initié Harmon à la drogue. Je garderai les vertes pour la nuit. Autrement, elles font plus effet au moment où t'en as le plus besoin. Si tu vois ce que je veux dire. Elle va jusqu'à donner la majorité de ses économies pour permettre à Harmon de se redresser pour affronter Vassili Borgov. Elle est venue aider son ami à colmater ses failles et à poursuivre l'histoire qui commençait un petit peu à stagner. Mais surtout, c'est Juline qui permet à Beth Harmon de développer son plein potentiel pendant le combat final. Mais personne ne joue aux échecs ou quoi que ce soit d'autre en prenant des tranquillisants pour chevaux. Jouer aux échecs demande un tel niveau de concentration qu'il est quasiment impossible de jouer en ayant pris des calmants. Et on se rend compte à ce moment-là, en même temps que Beth Harmon, que ce don qui lui permettait de jouer divinement est en fait une bride. Cette dépendance à la drogue est véritablement un ennemi surpuissant. Et qu'en est-il de Vassili Borgov dans tout ça ? Faudrait quand même pas oublier l'icône du méchant russe en pleine guerre froide. Vassili Borgov est un très bon méchant. Vous ne me croyez pas ? Bon, je vais devoir faire quelque chose que je me suis toujours refusé à faire, sortir un gros livre. Dans l'anatomie du scénario, John Truby nous parle de l'adversaire. Selon lui, l'adversaire est le personnage le plus à même d'appuyer sur les faiblesses du héros. Et c'est exactement le rôle que remplit Vassili Borgov. Déjà, il poursuit le même but que l'héroïne, à savoir le titre de champion du monde. Je me sens bien, aussi bien que lorsque j'avais 4 ans et que j'ai disputé ma première partie. Le fait qu'il soit déjà reconnu comme surpuissant ou quasi invincible va pousser Harmon dans ses retranchements. Chaque entraînement devient un prétexte pour la confronter à ses faiblesses. Plus elle perd, plus elle est en stress, plus elle prend de cachets et moins elle est efficace. Vassili Borgov remplit à merveille son rôle d'antagoniste principal. C'est un méchant humain avec des objectifs propres et des valeurs. Asobina etto. C'est vraiment un traitement bienvenu, surtout en pleine guerre froide où il aurait été si facile de tomber dans le piège du méchant russe qui n'a rien dans le crâne. Même si je me permets une petite comparaison avec la saga Rocky, elle bat son adversaire sur son propre terrain. Tout le monde peut arriver à changer. Enfin, grâce aux enseignements de Juline, et aussi un peu grâce au pouvoir de l'amitié, Harmon développe son super pouvoir, celui de visualiser le plateau au plafond sans avoir pris la moindre drogue pour l'y aider. Signe qu'elle est devenue une héroïne accomplie au sommet de sa puissance. Tout ça sans rien comprendre au jeu d'échecs. J'hésite entre dire si c'est de l'arnaque ou du pur génie. Maintenant que j'y pense, je n'ai absolument pas eu l'impression que la série parlait d'échecs. Ce n'est qu'à la toute fin que nous comprenons, en même temps qu'Harmon, quel est le véritable sens profond du jeu d'échecs. Nous avons développé une grande sympathie pour l'adversaire russe qui sait perdre avec classe et dignité. Nous avons développé de la sympathie pour le peuple russe, qui s'agglutine de plus en plus nombreux devant les portes du tournoi pour écouter les matchs d'Harmon et pouvoir lui serrer la main à la sortie. Nous avons appris à aimer les adversaires d'Harmon. Le jeu d'échecs n'est pas seulement perçu comme un jeu compétitif, mais aussi comme un jeu qui rassemble. Les hommes, les femmes, les nations et les peuples, les générations. Le jeu de la dame est davantage une histoire sur le milieu des échecs plutôt que sur le jeu en lui-même. Voyages fréquents, stress, pression parfois insoutenable, jusqu'à devoir boire ou prendre des calmants pour apaiser l'esprit. C'est pour cela qu'il est vain de vouloir apprendre à jouer aux échecs en regardant la série ou en lisant le livre. Tout comme il serait complètement idiot d'essayer d'apprendre le jeu de Go en regardant l'animé Hiruko no Go. Tiens, je me demandais quand est-ce qu'il allait revenir celui-là. L'important c'est que ces œuvres donnent envie d'essayer au moins de jouer à une partie. Et vous développerez peut-être une passion dévorante dès votre premier jeu. Alors au final, est-ce que le jeu de la dame est un shonen ? Oui, le jeu de la dame est directement calqué sur le schéma narratif du Neketsu, un schéma narratif qui nous vient du Japon et qui est largement employé par les shonen.
Un schéma narratif qui prône des valeurs fortes comme le dépassement de soi, le sens du sacrifice personnel et la camaraderie. Mais le jeu de la dame se démarque du genre sur plusieurs points, à commencer par son format, une mini-série. Les mini-séries ne m'ont jamais déçu jusqu'à présent. Je vous conseille de regarder ne serait-ce que The Pacific, Band of Brothers, Tchernobyl, que des séries HBO. Même si je pense que le film aurait été super, surtout réalisé par Heath Ledger, l'homme qui restera à jamais Gabriel Martin dans The Patriot. La force du jeu de la dame par rapport à Hiroko no Go, en dehors du fait d'être mature et de traiter de sujets plus graves, c'est son héroïne, Harmon. Dans l'anime Hiroko no Go, le personnage principal est un homme. Ici, Walter Tevis a fait le choix de prendre une femme. Alors une femme dans le milieu des échecs, c'est pas si rare que ça en vérité, mais il est quand même admis que le milieu des échecs est fondamentalement masculin. Prendre une femme, c'est d'abord faire le choix de l'inédit, de l'inconnu. On est sûr et certain de toujours être en contraste par rapport au milieu et à l'univers. Je leur répondrai qu'il est plus facile de jouer aux échecs sans être gêné par une pomme d'Adam. Si le jeu de la dame avait été le jeu du roi, eh bien peut-être que l'histoire n'aurait pas eu autant d'impact. Car voir un homme joueur d'échecs qui devient champion du monde, eh bien ça s'est déjà vu. Là au moins l'auteur a toutes sortes d'occasions d'exposer les idées reçues, pour mieux tordre le cou aux clichés et modifier notre vision du monde. Pourquoi mettent-ils les filles ensemble? Ils ne sont pas censés le faire. Mais si vous gagnez, vous pourrez jouer contre eux. Il n'y a pas de hasard avec les échecs, pas d'indulgence non plus. Car il n'y a pas de sport plus violent que les échecs, disait Garry Kasparov. Si l'échiquier représente la vie, alors chaque pièce de l'échiquier représente Harmon à un stade de son développement. Tantôt pion, tantôt fou, tantôt tour puis roi, Harmon devient finalement la reine de sa propre vie, la pièce maîtresse de ses propres décisions. Zigraim.